bonjour et bienvenue dans l'actualité en débat. C'est jeudi et les jeudis, souvent nous avons la chance d'être avec deux doyens. Ils sont là, Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraima et Eladj, Tchaboré Bouraima, le patron du journal Le Messager. Eladj, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et à toutes celles qui nous écoutent aussi. C'est toujours un plaisir d'être là les jeudis, si on a un peu de temps pour partager l'actualité. Et partager la bonne humeur. La bonne humeur également. Après l'émission avec les collègues ici. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et aimables téléspectatrices qui sont en train de nous suivre actuellement. Et puis, je souhaite un bon mois de septembre, puisque c'est nous qui le commençons, qui démarrons avec le mois de septembre. Je souhaite un mois de septembre à tout le monde, que ce mois-là nous apporte beaucoup de bonheur. Comment on dit, Amin. Amin. Ok. J'apprends un peu la langue. Alors aujourd'hui, nous parlons. Non, il ne s'agit pas d'apprendre, Anita, si tu peux l'expliquer. Il s'agit d'apprendre. Si vous pouvez intégrer, et c'est aussi facile que ça. Peut-être à la sortie, on pourra te dire les conditions qu'il faut faire pour y intégrer. Heureusement, vous avez. Pas seulement ça. Heureusement, tu as deux musulmans qui t'encadrent tous les jeudis. Et je crois que le passage est très facile. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. On est des candidats potentiels, donc il n'y a pas de souci. Moi, je veux prendre les deux en même temps. C'est possible chez vous? Non. Nous, on peut s'entendre pour qu'une seule personne puisse te gérer. C'est mieux. Parce qu'après tout, nous sommes des frères et ça ne se fait pas. Alors, nous parlerons aujourd'hui santé et on va revenir sur cette affaire Pétrole Gate également. Et nous terminerons avec la justice, bien sûr, avec la une du Mania Libéré paru hier, qui est dans les kiosques au prix de 250 francs seulement. Je rappelle également que le Messager est aussi dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement, comme Tchaboré aime le dire. Eh bien, le collectif des syndicats de santé ne veut pas être complice de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Hier, il a organisé un sit-in qui devrait avoir lieu aujourd'hui également, mais aux dernières nouvelles, ce sit-in est suspendu parce que le collectif veut aller en discussion une fois encore avec le gouvernement. Mais nous allons suivre quand même un extrait du discours du secrétaire de ce collectif-là. C'était hier, premier jour de ce sit-in. Pendant longtemps, on a eu confiance à nos dirigeants, en l'occurrence à notre ministre des tutelles, qui depuis sa nomination a été catégorique, a refusé complètement de recevoir les représentants du personnel pour échanger sur la situation. Mais la situation devenant de plus en plus morose, mauvaise, pire avec la pandémie Covid-19, nous avons jugé que nous n'allons pas être complices de la situation. Nous n'allons pas être complices de la mort des Togolais sans soins adéquats. Donc c'est le pourquoi nous sommes sortis ce matin. Depuis vendredi, nous avons envoyé un courrier au gouvernement, à notre ministre des tutelles, pour lui vraiment faire part de notre mécontentement face à la situation désastreuse, la gestion de la Covid-19, les problèmes de nos hôpitaux sans équipement, sans personnel. Donc c'est le pourquoi nous sommes devant vous ce matin pour manifester vraiment. Le ministre même il est déjà au courant. Si rien n'est fait, je pense que comme d'habitude, les Somforts et l'ensemble des collectifs des syndicats de la santé, nous sommes un moteur diesel. Pendant longtemps, on a eu... Alors, vous avez suivi là une partie de la déclaration du secrétaire du collectif des syndicats de santé. Abbas, apparemment, quand on suit bien les déclarations du secrétaire, chaque fois qu'il y a un ministre de la Santé, le personnel soignant n'est jamais en parfait d'accord avec ce ministre-là. Oui, parce que le personnel soignant est soucieux de la santé des populations, parce qu'il ne peut pas aller travailler dans des conditions misérables et voir des gens mourir devant eux sans avoir les armes pour affronter les maladies pour lesquelles ces gens-là sont arrivés. Donc depuis quelque temps, il y a le fait que le collectif du syndicat des agents de la santé a présenté une doléance et a demandé même à rencontrer le ministre en charge de la santé. Mais depuis toujours, ils n'ont jamais eu cette chance.
Donc il fallait que le ministre les accepte, il s'assied, il discute d'un problème. S'il ne peut pas résoudre ça, c'est qu'il va amener ça au haut lieu. Et au niveau de son patron, des autorités les plus compétentes, par exemple le chef de l'État, on peut trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où les gens sont en train de lutter contre la COVID-19 et que la pandémie est en train de s'enflammer, et au même moment, on pose des conditions, je ne dis pas des conditions, des revendications pour améliorer le fonctionnement de la santé. Et le ministre c'était sur ce cas-là. Ce n'est pas normal. Donc le monsieur, surtout par avec Miji Wawala, ça a aggravé. La situation a aggravé. Aujourd'hui, on a parlé des concours. Il y a un concours qui a été lancé, qui a été fait même, et les résultats ne sont pas encore proclamés. Il y a des agents qui travaillent en tant que contractuels, qui ne sont pas admis et inscrits à la caisse de sécurité sociale. Dans tout ça, ils ont demandé qu'on régularise et qu'on donne les résultats des agents, des examinateurs du concours qui a été organisé, afin qu'ils aient aussi un grand nombre suffisant pour faire face à la pandémie. Mais dans tout ça, là, le ministre a fait sourd d'oreille, il ne les a pas rencontrés et on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a peur de rencontrer ce personnel de la santé? Là, on ne sait pas. Or, son rôle, c'est pour cela qu'il a mis là-bas. Ce n'est pas le chef de l'État qui va quitter depuis sa présidence pour finir de rencontrer. Lui, son rôle, c'est de discuter avec les agents de la santé. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Il dit on a déjà fait le sitting hier, et ce sitting, peut-être que ça a causé certains dégâts sur la santé, les malades. Et aujourd'hui, comme... Parce que laisser les malades... On laisse les malades. On vient, ça soit de 11h à 14h, bien 15h comme ça, alors que les malades, souvent les malades devaient être pris en compte, mais ça n'a pas été le cas. Et on laisse les choses là évoluer comme ça. Je me réjouis qu'aujourd'hui, puisqu'il va ouvrir cette concertation, ce dialogue entre les syndicats, mais c'est ce qu'il fallait faire pour éviter ça. Parce qu'on avait connu ces genres de situations, pas le passé, où des gens, c'était une grève totale, sèche, les hôpitaux étaient fermés, les morgues étaient fermées, et finalement les gens se débrouillaient pour aller dans des cliniques privées. Il a dit tout à l'heure, ils vont passer au diesel. Tchobore, apparemment, peut-être que le ministre, il n'est pas disponible, il est débordé par tout ce qui se passe actuellement, vous savez, des conférences qui se multiplient pour trouver une sortie à cette crise sanitaire. Oui, je peux peut-être comprendre ce que vous êtes en train de dire, Anita, c'est possible, parce que je ne suis pas à la place du ministre, je ne connais pas son emploi du temps, c'est peut-être possible que le ministre n'ait pas eu le temps peut-être d'écouter les syndicats, d'écouter les responsables des associations, des fédérations syndicales qui voulaient le rencontrer et pouvoir discuter des problèmes. Mais je crois que le ministre, c'est un responsable, ce n'est pas n'importe qui. Et lorsque nous sommes dans une situation, on est face à une situation d'urgence, je pense qu'il faut faire le pas, il faut choisir. Ici, nous sommes en situation d'urgence et que lorsque le personnel de santé a décidé de le voir, mais je pense que la meilleure des choses aurait voulu qu'il puisse avoir une oreille attentive à ce personnel, du moins pour les écouter. On ne dit pas d'écouter et immédiatement de prendre les dispositions. Non, il faut quand même écouter et ouvrir un dialogue. La preuve, c'est que si aujourd'hui, ces syndicats ont suspendu le second jour de leur sitting, c'est justement parce que les responsables ont été reçus par le ministre de la fonction publique. Hier, ils en ont discuté par 2 fois de suite, ça c'est l'information, et ils ont décidé de suspendre le second jour de leur sitting. Ils ont été satisfaits du fait qu'il y a eu un dialogue qui a été ouvert et que ça va être continuel pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Moi, j'ai un petit souci par rapport à ce qui se passe. Certes, tout ce que demandent, tout ce dont demandent les syndicats ou les responsables personnels de la santé, je crois que c'est logique parce qu'ils demandent l'amélioration du plateau technique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de structures pour pouvoir permettre de venir à bout
non seulement de cette maladie, mais d'autres maladies et sauver les populations. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent les parce gens qu'il n'y a meurent. pas de place, Il n'y a pas d'oxygène, non seulement il n'y a pas de structure, il y a plein. Et ils ont raison de pouvoir demander. Ce n'est pas aujourd'hui que ce problème est posé dans le secteur de la santé. Maintenant, là où moi ça me choque un peu et que peut-être je ne peux pas comprendre, alors je vais partager ça avec vous, c'est le fait qu'on demande purement et simplement la démission du ministre en ce moment. Est-ce que c'était l'objet? Est-ce que la démission du ministre va résoudre le problème? La question reste posée. Et c'est l'une des raisons de ma première question. Justement, parce que à chaque fois qu'il y a une manifestation du collectif des syndicats des agents de santé, il y a toujours ce mot. Moi, je pense que c'est à ce niveau, en tout cas, c'est personnel, hein, je pense que c'est à ce niveau que le problème peut-être est mal posé. Non, nous le disons tous, et nous soutenons d'ailleurs l'initiative du personnel de santé de pouvoir chercher à ce que le plateau technique soit amélioré, à ce qu'un certain nombre de structures soient mises en place pour permettre de sauver la population. Mais je pense qu'il faut poser le problème de façon concrète, de façon sincère. On peut amener une autre personne, peut-être que le problème ne sera pas résolu. C'est vrai, il peut y arriver que le ministre Midi Yawa ait commis des erreurs. Je n'en sais rien, peut-être. Dans nos investigations, on pourra peut-être le savoir. Et si le personnel le dit, certainement, il doit avoir quelque chose qui cloche au niveau de la gestion, hein, au niveau de ce ministère. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le gouvernement qu'il faut quand même interpeller. Parce que ce qui en avance par rapport à cette situation, par rapport à la situation, je pense que c'est la santé aujourd'hui, c'est le secteur de la santé qui est mis en vogue. Avec la pandémie, ajouté à nos problèmes qu'on avait depuis longtemps, et que cette situation n'est pas propre au Togo. Si le problème est là, je ne peux pas comprendre, ou bien je ne suis pas certain que le ministre Midi Yawa n'ait pas posé le problème devant son chef hiérarchique. Ça dit que le chef du gouvernement et le chef de l'État. Ça m'étonnerait. Ou bien alors, il pose mal le problème à ses supérieurs hiérarchiques, le gouvernement ou bien le chef de l'État. Et en cela, le gouvernement, et le chef du gouvernement et le chef de l'État peuvent ne pas cerner au fait ce qu'il dit. Alors, s'il dit la vérité, et c'est ce qui devait être fait, parce que les problèmes sont réels, je pense que tout le gouvernement devrait être mobilisé, à commencer par le chef de l'État et le Premier ministre, pour voir qu'est-ce qu'il en est exactement. Heureusement, quand je dis heureusement, si le ministre de la fonction publique s'est rapproché des syndicalistes, justement c'est parce qu'il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'ils puissent écouter ces syndicalistes pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire le dialogue. Mais il faut toujours dialoguer pour trouver des solutions. Mais je termine en disant ceci, qu'il ne faudrait pas attendre toutefois quand il y a des mouvements, quand il y a grève, qu'il faut se lever pour dialoguer. Ça, c'est un autre débat, peut-être, on en reviendra. Alors, on en reviendra certainement. Abbas, hier, dans leur propos, le secrétaire ou bien les syndicalistes ils faisaient une petite comparaison par rapport à la gestion de la crise au niveau de la force anti-Covid, ce que nous voyons au Carrefour, et eux, ils disent que ceux-là sont mieux traités par rapport à eux-mêmes, à eux qui sont au front, qui sont tout le temps en contact avec ces malades-là. Est-ce qu'il y avait lieu de faire comparaison, chacun gérer selon... Oui, mais ce n'est pas le moment de faire des comparaisons, parce que si vous prenez cette force anti-Covid, elle n'existe plus pratiquement. C'est parce qu'il n'y a plus de moyens pour l'entretenir. Et cette force n'existe plus, parce que dans les carrefours, vous ne les voyez plus agir. Même, ils sont invisibles même sur les carrefours, comme on a constaté en 2020. En 2020, ils étaient là et puis ça travaillait. Mais je pense que les médecins, ils ont plus de chance d'avoir beaucoup plus de moyens, parce qu'ils ont eu des primes qu'ils ont réclamées. Ces primes de soins leur a été octroyées pendant le temps, parce que quand ils constatent, parce qu'ils ont dit que c'est eux qui sont au front. Ils sont au front, donc le problème c'est que quand ils demandent quelque chose, on leur accorde ça. Ils ne peuvent pas faire cette comparaison. Mais je me demande que peut-être que le ministre est aussi de la Santé est sourd à leurs demandes, puisque souvent j'ai l'impression que quand ils ont un problème, le ministre
ne veut pas les écouter. Il ne veut pas les rencontrer. S'il veut faire, je ne sais pas comment, il ne veut pas les écouter. Parce qu'il faut écouter ceux avec qui tu travailles, ceux pour qui tu es là, pour que tu puisses avoir maîtrisé la situation et que tu ailles faire un rapport correct à ta hiérarchie. Mais elle ne le fait pas. Je pense que c'est là-bas que les autres demandent sa démission, parce qu'il n'est pas disponible à les écouter. S'il est disponible à les écouter, on n'en arrivera pas ici. C'est ce qui s'est passé avec les autres ministres qui, à la fin, ils ont été changés, remplacés, parce qu'on a trouvé qu'il est plus proche des agents, parce qu'il est là, il travaille aussi là, il a des fonctions à ce niveau. Il serait capable, celui-là qui pouvait savoir maîtriser les solutions, les problèmes de la boîte. Mais c'est tout comme quand on l'a nommé là-bas, il a mis un mur entre lui et les autres. Moi, je voudrais. Oui, je ne mais coupe c'est pas la parole. vrai. Je ne veux pas le couper la parole parce que ça risque de m'échapper. Je voudrais revenir par rapport à cette comparaison que les gens font, que nos amis, nos frères, les agents de la santé sont en train de faire par rapport aux primes. Alors, qu'est-ce que nous, au niveau des médias, nous allons dire? Je pense que ça suscite également le débat. Alors, nous également, nous en sommes lésés. Non seulement nous avons consacré les partis, mais également on nous a demandé de venir faire des débats. Nous le faisons. Et c'était une demande qui a été formalisée. On a demandé à l'Observateur togolais des médias de nous solliciter, de solliciter nos pages, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. On n'a pas été payé pour être plus clair. Mais nous n'avons pas demandé cela. On n'a pas non plus comparé. On continue quand même par faire le travail. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est réel. Ce dont demandent nos amis, nos frères et agents de santé, c'est pour avoir un plateau technique bien garni, même si ce n'est pas bien garni, ne serait-ce que le minimum pour venir à bout de cette pandémie et à bout d'autres pandémies sur notre territoire et faire leur travail de façon convenable. Et c'est tout à fait normal. Moi, je pense que quiconque écoute ce que les agents de santé et le personnel dit doit en principe soutenir une telle initiative. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, il faut quand même qu'on soit raisonnable pour chercher ce qu'on veut, pour aller au concret, pour chercher. Il ne faut pas aller au-delà. Il faut pas aller au-delà de la situation. Mais nous allons laisser Abbas terminer son analyse par rapport au mur entre griffes que le ministre de la Santé aurait mis entre lui et les agents de santé. Ouais, quand vous les écoutez, c'est ce qu'ils disent qu'il y a un mur qui est entre eux, alors que ça ne va pas être le cas. Quand vous prenez la situation qui se présente actuellement avec les sittings annoncés, il y a deux aspects du problème qu'ils ont évoqués. Le premier aspect, c'est l'intégration, la proclamation des résultats. Et ça concerne le ministère de la fonction publique. Et le deuxième aspect, c'est l'amélioration du plateau technique pour qu'ils puissent avoir les moyens de soigner les malades de façon convenable. Je pense que c'est pour le premier aspect que le ministre de la fonction publique a engagé les discussions avec les personnels de la santé. Aujourd'hui, quand le ministre de la fonction publique va commencer, lui aussi, à son niveau, devait aussi démarrer, ou bien ils vont ensemble s'asseoir pour voir comment ils peuvent arriver à améliorer le plateau technique de ce soin-là, afin que les problèmes-là ne se posent plus. Quand le personnel de la santé demande ces choses, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous, la population. C'est pour le soin de la population. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'à chaque fois les gens viennent, ils se couchent à ras du sol pour dire qu'il n'y a même pas de lit, il n'y a pas de ventilateur. Les gens viennent accoucher comme ça, dans ces conditions, comment ils peuvent travailler. Et ils voient les gens mourir devant eux. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc il faut qu'on leur donne des moyens pour prendre soin des malades. C'est le deuxième aspect. Et là, ils ont cité autant de choses qu'il fallait pour que ça puisse marcher. Si on ne peut pas tout donner, on les rencontre et on dit voilà ce que nous pouvons donner. Et on dit souvent la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc lui, il va les rencontrer et dit je vais rendre compte à ma hiérarchie.
ce que je vais vous revenir. Déjà, avec cette manière de faire, ça calme les esprits. Mais si on ne le fait pas, et on se dit, je ne les écoute pas, alors que c'est un maillon plus sensible, surtout en cette période de crise sanitaire, le système santé est un maillon plus sensible dans notre pays. Aujourd'hui même, le chef de l'État accorde plus de priorité à la santé, parce que vous voyez les moyens qui sont mis à disposition pour que cette maladie-là disparaisse. À cause de cette maladie, il y a certains qui sont laissés pour compte. Donc il faut faire de telle sorte que ça n'arrive pas là et que généralement on puisse avoir les moyens de soigner les gens pour que les gens ne meurent pas devant eux. Et ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire. Chaboré, tout à l'heure, vous avez parlé d'anticiper sur les événements. Pourquoi nos dirigeants attendent toujours, que ce soit dans tous les secteurs, que les agents manifestent ou bien grondent avant de prendre en compte leurs revendications? Moi, je pense que c'est toute la question. C'est toute la question. Nous sommes dans un pays démocratique. Et puis, depuis un certain temps, nous avons constaté qu'à travers le dialogue, on a cultivé, si vous me permettez la tautologie, cette culture du dialogue où lorsqu'il y a un problème dans le pays, on essaie quand même de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de se rapprocher et de voir, de discuter pour pouvoir trouver des solutions. Je pense que c'est là où nous accusons également nos dirigeants. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas courir après les événements. Il faut plutôt dévancer les événements. Et un dirigeant, comme on l'a souvent dit, il anticipe. C'est vrai que nos agents de santé, ils ont également une part de responsabilité. Peut-être on en reviendra et on va en parler. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent n'est pas faux. Le fait d'avoir, c'est-à-dire que d'être dans le besoin d'un certain nombre de structures pour pouvoir faire convenablement leur travail, ce n'est pas faux. C'est vrai. Maintenant, lorsque le problème a été posé, et je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui que le problème s'est posé, avec Midi Awa, nous avions déjà des informations qui avaient une tension avec le personnel de santé et le professeur Midi Awa, ministre. C'est vrai qu'il faut le dire, on ne peut pas l'occulter, avec cette histoire de contractualisation, ça n'avait pas fait les beaux yeux de nos amis personnels soignants où certains profitaient de la situation pour envoyer les malades dans leur clinique privée. Ça aussi, ça a coupé l'herbe sous les pieds de certains soignants. Certains ne sont pas quand même fiers que ce soit ainsi. Ça, c'est un pas. Mais est-ce que cette histoire de contradiction est allée au bout? Est-ce que les résultats qui sont tombés sont les résultats probants? Là, je n'en sais rien. Ça, c'est peut-être un autre débat. Peut-être que les gens voudraient rendre la pièce de la monnaie. On va sortir avec le dialogue. Midi Awa. Mais toujours est-il que lorsque le problème est posé, pour revenir à ta question, Anita, lorsqu'il y a problème, je pense que la meilleure des choses, c'est d'ouvrir les discussions. Vous discutez, vous relevez les inquiétudes des uns des autres, et maintenant, si vous ne pouvez pas trouver une solution, parce que vous êtes là-bas, c'est pour trouver une solution. Comme l'a dit Abbas tout à l'heure au début de l'émission, ce n'est ni au chef de l'État, ni au chef du gouvernement de venir trouver des solutions. Il y a certains problèmes sur lesquels vous pouvez tabler, surtout des discussions. On sait que tu ne peux pas quitter, le ministre de la Santé ne peut pas quitter pour aller débloquer les sous et résoudre immédiatement les problèmes du personnel soignant, mais vous relevez, vous compilez ça dans un document que vous adressez à votre hiérarchie, le chef du gouvernement, et quand ça ne va pas, je suis bien sûr, le chef du gouvernement va rencontrer le chef de l'État et lui poser le problème. Mais est-ce que cela est fait? Je n'en sais rien. Je ne veux pas tout de suite incriminer le ministre de la Santé. Je n'en sais rien. Mais si nous avons annoncé l'ouverture d'une discussion, si nous en sommes arrivés là, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, par rapport à ta question, moi je pense que nos dirigeants courent après les événements et que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, il faut le dire. Quand on court après les événements, ce qu'il y a toujours des conséquences qu'on ne peut pas gérer. Alors, des conséquences qu'on ne peut pas gérer à base, nos dirigeants aiment toujours intervenir quand il y a du bruit. Ouais. Parce que quand on voit un peu dans presque dans tous les secteurs, on prend le secteur de l'éducation par exemple, on prend tous ces secteurs-là, il faut qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait manifestation.
avant qu'on prenne un certain nombre de dispositions? C'est que il y a souvent, au niveau de nos gouvernants, ils banalisent certains faits. Quand les gens commencent par parler, surtout au plan social, sanitaire, on ne banalise pas. Mais à ce niveau, on banalise. Si on banalise, c'est que ça prend le risque. Ça est en train de couver. Quand ça couvre, ça s'expose. Quand les problèmes sont là, eux-mêmes, ils savent que le problème qui est posé est réel. Ce n'est pas parce que tu es replacé quelque part que tu ne veux pas t'occuper des problèmes. Quand les gens ils n'ont pas demandé une augmentation de salaire. Replacé même comment? On l'a mis là-bas pourquoi? C'est pour s'occuper de ces problèmes. Il a une parcelle de pouvoir. C'est ça. Et il est tenté d'en abuser. Donc, quand tu es là, il y a le problème qui est posé. Tout de suite, là, tu appelles les gens pour discuter. Voilà, moi aussi, j'ai constaté ça. Puisque je suis là pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ça anticipe les problèmes qui vont remettre. Du moment où on attend, on banalise, jusqu'à ce qu'on arrive à un point culminant où les gens sont débordés par les revendications et qu'ils trouvent même des situations déplorables en face d'eux, ça arrive à ce qu'on appelle médecin après la mort. Et médecin après la mort, là, c'est un peu compliqué. On prend des dispositions pour éviter ça, mais on a les moyens de le faire, de prendre des dispositions pour éviter le médecin après la mort. On veut attendre que ce soit, on fasse le médecin après la mort. Et le médecin après la mort, là, c'est trop catastrophique. Même pour ça n'a jamais arrangé. Ça n'a jamais arrangé qui que ce soit. Et ça complique souvent la situation. Donc c'est pour cela que j'ai dit, normalement, quand vous ne voulez pas qu'on atteigne un sommet de cette situation, il faut prendre des dispositions pour anticiper sur des problèmes. On sait que c'est au plan politique que des choses là aussi se passent. Au niveau politique, on banalise les situations. Mais au plan sanitaire et social, on ne peut pas banaliser comme ça. Au plan économique, on ne peut pas banaliser. Il faut tout de suite, quand vous constatez des choses, quelque chose qui ne va pas, agir. Je pense que c'est pour cela que le chef de l'État a mis chacun à tel département, puisque lui, il ne peut pas être, il n'a pas le don d'ubiquité pour être un peu partout. Mais tu es là, c'est ton rôle de faire ceci. Est-ce qu'il pourra gérer à lui seul tous ces problèmes? Il ne peut pas. C'est pour cela qu'il y a des collaborateurs. On dit on a des collaborateurs qui nous aident à le faire. Donc quand un collaborateur est là et le département qui gère vient lui dire que voilà, nous avons tel nombre de problèmes, et que le monsieur s'éteint, c'est qu'il est incompétent. Il ne veut pas travailler. Alors que quand vous voyez aujourd'hui le gouvernement, c'est sur une feuille de route, un programme qui travaille. S'il y a une feuille de route que tu dois respecter et qu'on vient te soulever certains problèmes qui rentrent dans ta feuille de route, fais de telle sorte que tu puisses régler ça. Mais si tu t'éteins, c'est que tu n'es pas compétent. Tu n'as pas la manière par laquelle il faut convaincre les gens à mieux gérer ton département. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas capable. Et quand les gens demandent, nous voulons sa démission, c'est par rapport à ça. Il y a des choses qui sont là, on t'a soulevé des choses. Vous travaillez sur un programme. Vous avez pris un engagement d'arriver à telle chose. Donc si tu ne le fais pas et que tu vas faire des faux comptes rendus au chef de l'État, que tu es en train de travailler alors que derrière il y a des problèmes et que demain, ce que tu as dit à ta hiérarchie est différent de ce que de la réalité sur le terrain, qu'est-ce qui va t'arriver après? Donc il faudrait que les gens soient conséquents envers eux-mêmes. Quand il y a un problème, chercher à anticiper et gérer ça. Alors, Chaboré, oui, un mot avant qu'on passe. Un mot avant qu'on passe. Moi, je voudrais revenir sur. J'ai suivi l'élément, comme vous tout à l'heure, par rapport au dernier intervenant qui disait qu'il risque de passer au diesel. Moi, je voudrais vraiment le supplier. Oui, c'est ça. J'ai enlevé une partie, sinon vous allez voir, il a dit ils ont des voitures. C'est ce que c'est que les voitures diesel. Non, je crois qu'on ne va pas en arriver là. On ne va pas en arriver là. Je pense qu'ils n'ont qu'à un peu mettre un peu
d'eau dans leur vin pour qu'on puisse trouver des solutions. Nous sommes tous entre nous Togolais et que nous avons des familles, nous sommes entre nous concitoyens togolais. Je pense qu'ils n'ont qu'à mettre balle à terre. Déjà, l'acte qu'ils ont posé en acceptant quand même de sursoir à ce second jour du sitting, ça, moi, c'est un acte qui est salutaire et moi, je leur rends hommage. Il faut les féliciter. Parce que faire ce travail, ce n'est pas facile. Et en ce moment de Covid, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs qui me disent que vous n'avez plus de jours de repos. Justement. Vous pouvez rentrer chez vous tout de suite après la garde. On vous rappelle qu'il y a... Justement. Si vous avez suivi le professeur Iou même, le professeur Iou, lors de son intervention, il a dit, il rendait hommage à un professeur là qui, depuis 2020 que Covid est passé, il n'est pas allé plus de 10 fois chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'il est toujours resté aux urgences. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un travail facile. Ils l'ont choisi, c'est un sacerdoce. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. Nous reconnaissons le travail qu'ils sont en train de faire et nous allons prier également les gouvernants pour que les gouvernants puissent avoir une oreille attentive à ce qu'ils sont en train de dire. C'est important. On ne dit pas aujourd'hui de prendre tout un bagage de ce qu'ils sont en train de dire pour aller leur donner. Effectivement, le gouvernement n'a pas les moyens, ça c'est vrai. On le dit, je ne suis pas dans le poste, certainement, il y a des difficultés. Moi, je pense que le minimum peut quand même calmer la situation. Et avec l'ouverture de ce dialogue, avec le tempérament qui a prévalu depuis hier nuit, où les responsables ont pris la décision de s'asseoir à leur sitting, je pense qu'il y a un début de solution et quelque chose peut être trouvé à la sortie de ce dialogue. D'ailleurs, le Conseil national du dialogue va également se pencher sur le problème, selon les informations que nous avons dans les jours à venir. Le 8 ou bien le 7 prochain. Déjà, ça, c'est un pas. Merci pour l'information. Nous passons à présent à la une des journaux. Nous allons commencer avec le Mania libéré, si la technique le permet. Le Mania libéré qui est revenu sur ce problème de la justice togolaise. Abbas titre à sa une, sévère diagnostic dans la justice togolaise. L'impunité se nourrit de l'impunité. C'est fort. Oui, c'est pas fort. L'impunité, c'est nous, parce que quand il y a impunité, les gens en profitent. Jésus dit, bon, lui il a fait, on l'a rien fait, moi aussi je vais continuer par le faire. Et ça va continuer comme ça, malgré les appels à l'ordre. Le président à qui vous demandez de prendre ses responsabilités. Oui. Il n'est pas le seul à commencer cette diatribe-là au niveau de la justice. Le diagnostic a été fait par le président Abdou Assouma. Il a relevé l'état de la justice et jusqu'à ce qu'il a cité même des noms. Et par après ces noms, il y a certains d'entre eux qui ont été élagués de la justice. Après, c'est Kamato, le successeur du président de la Cour suprême. Il a fait aussi un diagnostic sévère. Il a relevé des dysfonctionnements au niveau de la justice. Il a même écrit un livre ou 2 livres là-dessus pour situer les gens sur comment les magistrats fonctionnent. Et ce n'est pas gai pour le Togo. Mais c'est la même chose que Abdou Assouma vient encore faire. Abdoulaye Yaya est encore fait parce qu'il a succédé aux 2 autres. Il est président de la Cour suprême et également président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a fait un diagnostic qui relève des dysfonctionnements ou même il a dit qu'il arrive que des juges vont jusqu'à enceinter les prisonniers. Et ça, c'est très grave. Des juges qui vont même prendre des décisions en week-end pour contrer ce que son procès, l'autre avait pris comme décision. Et ces décisions ne sont même pas portées à la connaissance des parties. C'est seulement celui-là qui est venu lui donner l'argent, qui sait qu'on a pris cette décision. Et on ne la rend pas publique. Or, dans la loi, le fonctionnement du tribunal, c'est que quand il y a un jugement, s'il y a une plainte qui a été connue par le juge, la plainte doit être jugée en présence des 2 parties. S'il n'y a pas les 2 parties, c'est en présence des 2 conseils.
Et à la fin, on prend une décision et la décision est lue au nom du peuple togolais, rendue publique au nom du peuple togolais, et le plaignant a sa décision. Mais on n'a pas constaté ça. Depuis quelque temps, il y a des magistrats qui se donnent le mal être. Ils sont puissants, hein, parce que quand vous suivez un peu les propos du président Yaya, ce sont des tout-puissants, hein, ils sont des intouchables. Ils se croient intouchables. Et puis c'est comme s'ils n'ont peur de rien, ils n'ont peur de personne. Et là, c'est l'autorité du pays, l'intégrité du pays, et qui est mise en cause. Parce que quand vous prenez ce qui se passe actuellement, on dit on veut attirer les investisseurs. Le chef de l'État, le Premier ministre, tous vont à l'extérieur pour vanter le mérite des réformes au plan économique pour attirer les investisseurs. Mais les gens peuvent arriver, mais du moment où la sécurité judiciaire est menacée, il va voir si je viens investir et que j'ai des problèmes, la justice ne va pas faire un bon travail, il ne va pas venir. C'est pour cela que nous avons dit que le président du Conseil supérieur de la doit prendre ses responsabilités. Il ne s'agit pas de dénoncer, il faut aller plus loin. Sanctionner des gens. Ça a été fait, autant de choses. Abdou Assouma, qui a cité des noms, et quelques semaines après, on a sanctionné. Aujourd'hui, quand on dénonce, on diagnostic sévère là. Si on fait un diagnostic, il faut trouver des solutions. Et arrêter que les gens continuent, parce que quand ça continue comme ça, là, chacun me dit, ils sont déjà à la retraite, ils sont en train de partir, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ceci. Et que quelqu'un aussi va venir et ils vont partir, il n'y aura rien. Et quand tu prends des magistrats qui vont même régler des problèmes dans des bars, qui vont dans des bars où ils rencontrent des problèmes fonciers, vous trouvez... On va revenir tout de ça, c'est tout un autre problème, on va vous dire. Tout à l'heure, Tchabouré, apparemment, les présidents ne se limitent qu'au diagnostic. Et si vous suivez un peu la dernière fois l'intervention du président, on dirait que tout l'appareil judiciaire est infecté. Non, on ne dirait pas. Tout l'appareil judiciaire est infecté. Anita, ce n'est plus un secret. Je me dis, non, ce n'est pas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas qui est digne de confiance? Oui, il y en a. Tout ce qu'on a eu à entendre. Non, il y en a, c'est vrai, parce qu'on dit souvent que c'est toute une montagne, et c'est toute une forêt qui cache un peu les montagnes. Sinon, il y a quand même des juges plutôt qui sont dignes de confiance. Hein. On peut les relever. Il suffit de faire un diagnostic, de savoir comment, ou bien de rentrer un peu dans les secrets. Vous allez constater qu'il y a certains quand même qui essaient de dire le droit. Et il y en a. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés à l'école. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que effectivement toute la justice togolaise est à terre. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai également que ces problèmes relevés par le président de la Cour suprême sont réels. Parce que nous les vivons, nous voyons comment les gens prennent les décisions, nous voyons comment les juges prennent les décisions, et nous voyons comment d'autres interviennent également dans ces prises de décision. Donc je pense que ce n'est pas aujourd'hui. Et le constat que moi j'ai fait, c'est que durant toute la semaine, ou bien durant les 2 semaines, je crois que ça c'est la semaine passée qu'il a eu à le relever, la presse en a fait le chou gras, la presse s'en est servie. Et vous allez voir que tout le monde, toute la presse, unanimement, a relevé un fait. C'est bien, Monsieur le Président, que vous ayez fait ce diagnostic. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le problème est là aussi. Le confrère vient de citer tout à l'heure 2 présidents qui ont fait le même diagnostic de par le passé. Mais après, sauf qu'il y a eu quelques non-cités qui ont été sanctionnés. Mais après, est-ce que ça a changé la donne? Non, ça n'a pas véritablement changé la donne. C'est pourquoi je dis que ce sont des intouchables. Non, comment ils ne sont pas des intouchables? Je pense qu'il faut quand même, après ça, nous espérons qu'après ça, puisque ça fait la 3e fois, après ça, qu'il y aura quelque chose qui va être fait pour améliorer quand même cette justice. Si cette justice, elle est faite, c'est parce qu'elle est là, parce qu'elle est utile. Et je crois qu'elle fait partie des 4 pouvoirs
C'est les 4 piliers du pouvoir. Trois. Trois pouvoirs au sein de l'État. Donc, ça veut dire que ça a un rôle énorme à jouer. Et il va falloir... Non, nul n'est infaillible. Partout, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des ratés. Et je pense que c'est la même chose que nous voyons au niveau de notre... C'est parce que c'en est de trop qu'on en parle. Donc, effectivement, nos juges doivent comprendre que c'en est de trop et qu'ils doivent changer quand même de directoire, ils doivent changer de comportement. Ce n'est pas qu'on est en train de leur lancer les pierres, qui ne sont pas incompétents, ils sont compétents. Moi, j'ai vu des juges togolais qui sont allés défendre des dossiers à l'étranger et qui sont sortis gagnants. Il y en a plein. Il y a certains qui ne parlent pas, des juges togolais qui sont très intelligents, qui ne parlent pas. Je ne vais pas citer de nom pour faire des ennemis. Ils sont là. Très compétents. Moi, je te dis, moi j'ai des amis qui sont des juges, c'est pas parce qu'ils sont mes amis, mais ils sont très compétents, puisqu'ils sont allés à l'extérieur gagner des procès avec des juges français et autres, mais ils ont gagné les procès. Ça veut dire que nous avons quand même des juges qui sont compétents. Il faut quand même assainir le mieux. Il faut assainir le milieu. Et comme l'a dit le confrère, ça fait la 3e fois que les présidents des cours suprêmes et autres là sortent pour dénoncer. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement aux dénonciations. Il faut agir. Il faut agir. Abbas, la plupart des problèmes relevés la dernière fois sont liés au foncier. La grande partie, si je peux le dire ainsi, le foncier, il faut encore, Abbas. Oui, le foncier, il est là, en grande place. Vous savez, Yaya même a dit... Apparemment, c'est là surtout le pitose des juges. Yaya même a dit que ce ne sont pas tous les juges. Il a dit que c'est une minorité. Et cette minorité-là, elle peut être identifiable. Parce que les juges travaillent. Il n'a pas que attaqué les juges, il a attaqué les avocats, les auxiliaires de justice, comme les notaires, les auxiliaires de police, les OPJ, qui sont chargés de gérer les affaires avant que ça n'arrive aux magistrats. Il y a également le problème des démarcheurs et autres là, qui est devenu une grande plaie au sein de la justice togolaise. Il y a notre confrère, je ne te coupe pas la parole, il y a notre confrère alternatif qui avait sorti un fait impliquant même l'enfant d'un ministre. Et de quel ministre? Du ministre de la Justice. Et vous comprenez le paradoxe? C'est ça. Donc le problème qui se pose aujourd'hui par rapport au foncier, il a dit, le foncier, les juges sont devenus des propriétaires terriens. Ça, on le sait. Ils sont devenus des propriétaires terriens, les magistrats. Parce que quand il y a un problème... amis avec les chefs des collectivités. On dirait que c'est ça même qui est l'objet de leur place là-bas au niveau de la magistrature. Parce que, et c'est comme ils provoquent cette situation de foncier pour qu'ils aient des terrains. Parce que quand ça arrive, quelqu'un a 10 hectares, le problème se pose, on vient, on te dit, je te donne 5 hectares. Si tu arrives à me régler ça. Et c'est comme ça se passe. Et presque la majorité des juges sont devenus des propriétaires terriens qui prennent des terrains, qui revendent aux gens. Parce que lui, il a besoin de combien? Il a besoin peut-être d'un ou de deux pour construire sa maison, mais le reste, il le vend. Et Yaya a dénoncé ça pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes fonciers. Quand vous arrivez au niveau du tribunal, même aujourd'hui c'est jeudi, quand vous arrivez, c'est jeudi, là, dans les cabinets des juges, quand vous rentrez, c'est un problème foncier. Tu vas voir le juge dans son cabinet, puisqu'il délibère là-bas. Et il les reçoit et vous discutez. Un jour, moi-même, j'ai assisté à ça dans un cabinet. Ils sont arrivés, j'étais là. Et je voulais sortir de laisser pour assister. J'ai assisté. À la fin, les gens ne sont pas satisfaits, des gens sont sortis avec des coucous au tribunal là-bas pour se trancher. Parce que l'autre dit qu'il n'est pas satisfait de la décision du juge, que ce n'est pas comme ça se passe. Et ce foncier-là, c'est devenu un problème très grave. Et c'est quelque chose qui peut même arriver
à des crimes. Même ça, il y a des crimes qui ont commencé où les gens se tuent sur les lieux de terrain. Mais le pire, c'est que devant les juges eux-mêmes, les gens enlèvent les coucous pour se trancher, pour se tuer, parce que le terrain, c'était pour mon papa. On a vendu ça, je n'étais pas là. Maintenant, je reviens. Maintenant, je reviens parce que Tchaboura a acheté le terrain là, moins cher, avec mon papa. Moi, je ne suis pas d'accord, on est nombreux. Chaque enfant vient dire, ou bien Tchaboura va m'ajouter le double. Tu peux moi j'ai déjà acheté. Ce que tu as acheté là, tu ajoutes l'argent, le double, et c'est fini. Si tu ne veux pas le faire, le gars, il va y voir un juge qui essaie de rentrer dans le jeu, voilà. Et ensemble, de connivence, et maintenant on te fait la peau et tu seras obligé soit de verser quelque chose. Celui-là qui est en train de revendiquer, oui, celui-là qui est en train de revendiquer prendra sa part et puis il va se partager avec ce juge. Parce que j'ai un parent qui a été victime d'une telle situation. Heureusement que le juge qui a tranché l'affaire quand même a été impartial. Il a fait justement, ça pour revenir à ça, il faut dire quand même, il ne faut pas quand même qu'on jette trop l'anathème sur nos juges, sur nos magistrats. Ils sont très formidables. Les magistrats togolais, ils sont nombreux. Les juges, ils sont nombreux, très formidables. Ce n'est pas pour Togo seul. Vous avez vu ce qui se passe en France avec l'affaire Big Mayon où François et Nicolas Sarkozy a tenté même de corrompre en proposant un poste à un juge. Donc on dit que la corruption avec cet appareil judiciaire, ce n'est pas seulement pour Togo. Mais encore une fois, je l'ai dit, nos magistrats, nos juges, il y a beaucoup qui sont compétents. Il faut le noter. Ils travaillent avec conscience sincèrement. Professionnelle. Il faut le dire. Comme on le dit, alors qu'ils ne laissent pas les mauvais. Il y a surtout les mauvaises graines. Il y a les mauvaises graines qui sont là. Il faut les faire sortir. C'est les indélicats là qu'il faut faire sortir parce que c'est les mauvaises herbes qui gênent le fonctionnement de la justice. Et quand la justice n'est pas en sécurité, c'est que le système le pays aussi n'est pas en sécurité. Alors nous enchaînons avec la une du Messager, le Messager qui est aussi dans les kiosques, je vous l'avais dit en début, depuis hier au prix de 250 francs seulement, hein, il aime le dire. Le Messager est revenu sur son feuilleton Petrolgate. Petrolgate, devoir de mémoire, des éléments de langage du ministre ADG. Vous voulez qu'on en parle? Alors parlons-en. Oui, on va en parler parce que... Je rappelle que l'article, c'est lié à la page 2, 4 et 6. Oui, justement, c'est du lourd. C'est un réquisitoire. Je te l'avais dit, Anita. Lorsque je sors sur ce dossier, c'est parce que j'ai des éléments pour moi, pour pouvoir montrer à mes lecteurs que j'ai des éléments qui se relèvent de la vérité. C'est vrai, je n'ai pas la science infuse, mais à travers mon travail d'investigation, ce que je trouve, c'est ce que je mets à la disposition des lecteurs et de tous ceux-là qui se sont intéressés au dossier depuis ce début jusqu'à la fin. Effectivement, les gens ont constaté que c'était un tollé lorsque cette histoire de 400 à 500 milliards a été révélée par un confrère sur la place Essima qui avait une famille qui avait sucé sur le dos du contribuable togolais avec l'aide du gouvernement dans cette histoire d'approvisionnement en produits pétroliers dans notre pays. Mais il faut dire que certains n'avaient pas eu le temps, vous savez, nous sommes au Togo, de cerner la quinquessence, c'est-à-dire que le fond même du problème. Nous revenons de temps en temps sur ce dossier pour permettre aux gens de savoir ce qui se passe. Et justement, lorsque ce problème a créé un tollé général, c'était de bonne guerre que l'Assemblée nationale, nos élus du peuple, puissent s'intéresser au dossier. Et effectivement, beaucoup de Togolais ne le savent pas. Et tous ceux qui sont intéressés également au dossier n'ont pas su que l'Assemblée nationale a interpellé le ministre de l'économie, et donc justement le ministre du commerce, et Kodia Adédié, afin qu'il puisse venir s'expliquer. Parce qu'il y a eu un problème de 400 à 500 milliards, les médias l'ont révélé, et 500 milliards qui ont été dilapidés, sucés sur le dos du contribuable togolais. Qu'est-ce qu'il en est? Donc la lettre avait été envoyée au ministre pour que le ministre puisse venir. Et je relève que le ministre n'a pas répondu en présentiel devant l'Assemblée nationale pour expliquer ce qu'il en était. Mais le ministre a pris soin d'envoyer une lettre avec des réponses aux questions que l'Assemblée nationale a posées pour pouvoir savoir. Et c'est ce que nous avons repris.
pour permettre aux populations, pour permettre à tous ceux-là qui voudraient cerner. J'ai publié la lettre du ministre, la lettre réponse du ministre, pour à dire, la page 2. justement, et j'ai publié également toutes les questions, je dis bien toutes les questions de l'Assemblée nationale et toutes les réponses qu'a donné le ministre. Maintenant, là où le bas blesse, et j'ai dit qu'il n'y a pas de commentaire à faire, je laisse le commentaire à tous ceux qui vont lire, ce que aujourd'hui, le comportement du ministre est en contradiction avec les réponses qu'il a données. Et ça, c'est un fait. Je ne dis pas, je n'invente pas. Lorsque vous allez lire l'article, vous allez voir les réponses qui sont là, parce que les faits sont têtus. Les écrits toujours restent. Les écrits ne demandent pas de moi, ça émane du ministre. Et vous allez voir ces écrits, et vous allez voir le comportement qu'il a adopté après ces écrits. Et chacun va se faire une idée. Alors, pour avoir cette lettre du ministre avec toutes les questions et autres là, vous n'avez qu'à acheter ce journal-là au prix de 250 francs seulement. Si vous voulez le format PDF, faites-nous signe ici à la télé, on vous met en contact avec le directeur de publication de ce journal-là et vous l'aurez. J'aurais voulu que vous prononciez par rapport à cette situation, mais malheureusement, de l'autre côté, on fait signe que c'est fini. Ou bien vous voulez placer 2 mots rapidement, 2 mots. C'est cette histoire de Pétrogate, c'est une histoire rocambolesque, parce que vous avez vu qu'il y a certains qui ont été induits en erreur, et aujourd'hui le regrette parce que quand on parle de 500 milliards et puis on met des photos, quand vous prenez ce qui s'est passé à la justice, c'est que la justice ne s'est pas prononcée sur cette affaire de Pétrogate. Mais sur l'affaire de diffamation. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire attention. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe et aujourd'hui, les gens ont compris que c'était un peu rocambolesque ce qui s'est passé. Merci à vous, Abbas Taboré. Merci d'avoir fait le déplacement. Bien de choses à vos collaborateurs, chers téléspectateurs. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.